modèle d'affaires est une projection des flux de dépenses et de revenus que l'entreprise modélise en fonction de son positionnement, de la perception qu'elle a de son marché, des prix qu'elle compte pratiquer et des coûts qu'elle supportera. Un modèle d'affaires peut se synthétiser en un compte de résultats prévisionnel, mais celui-ci n'est au fond qu'un tableau de chiffres qui n'a de signification que par rapport aux hypothèses qui ont servi à le bâtir. Un modèle d'affaires complet inclut donc une description de toutes ces hypothèses et du résultat attendu. Un tel document est utile aux entreprises, notamment aux startups, pour trouver des financements. Il sert de base aux discussions avec les bailleurs de fonds pour qu'ils comprennent l'activité de l'entreprise et qu'ils évaluent ses risques, en discutant des hypothèses qui le sous-tendent. Il leur sert aussi pour mesurer la capacité du porteur de projet à anticiper son avenir. C'est donc avant tout un document de travail, un instrument de dialogue entre l'entreprise et ses partenaires. Ce n'est aucunement un moyen de prédiction de l'avenir. Voici le cadre d'Osterwalder, qui donne une représentation des éléments d'un modèle d'affaires. Chacun des éléments doit être chiffré. Il y a 9 éléments regroupés en 4 groupes. La partie supérieure se présente un peu comme une chaîne de valeur avec un sens de création de valeur de la gauche vers la droite. À partir d'une infrastructure, l'entreprise élabore une proposition de valeur qu'elle offre ensuite à ses clients. Dans la partie inférieure se trouvent rassemblés les éléments financiers, les coûts et les flux de revenus. Détaillons ces éléments. L'infrastructure rassemble les compétences clés de l'entreprise et les partenaires qu'elle mobilise et la définition de son activité, la Value Configuration. Il s'agit pour une plateforme de pair à pair de la fonction de mise en relation. Les compétences clés dans ce cas sont surtout technologiques. Mettre au point des algorithmes, analyser les données recueillies par le site pour comprendre ce qu'attend le client. Le réseau de partenaires dépend, lui, de l'activité. Par exemple, Blablacar a pensé au début de son aventure que ses partenaires seraient les villes, les conseils généraux et les sociétés privées comme Ikea ou Vinci qui pouvaient favoriser le covoiturage de leurs administrés, leurs employés ou leurs clients. Le deuxième groupe est l'offre ou la proposition de valeur. Dans notre contexte, c'est la formule de service. Le troisième groupe contient les différents aspects de la vente, les canaux de vente, le site ou l'application mobile et les relations avec les segments de clients auxquels la plateforme s'adresse. Enfin, le quatrième groupe rassemble les éléments financiers. Dans le cas d'une start-up, il s'agit de la capacité à lever des fonds et de la tarification qui va engendrer les revenus. Sa structure de coûts concerne les serveurs, les développements logiciels, la promotion et les salaires des employés. Cette image illustre l'utilisation du cadre conceptuel d'Osterwalder appliqué au cas particulier d'Airbnb. On la trouve sur le site Juggernaut. En l'observant attentivement, ce schéma montre que les loueurs, les hosts, et les visiteurs, les guests en anglais, apparaissent à plusieurs endroits, au niveau des segments de clientèle, Customer Segments, mais aussi des partenaires clés, les Key Partners. Cela met en évidence le rôle d'intermédiaire que joue la plateforme. D'un côté, les clients sont les visiteurs, puisqu'in fine, ils paient le logement. Les loueurs sont des partenaires de la plateforme qui fournissent ce logement. Ce sont, d'un certain point de vue, une nouvelle forme de sous-traitant. D'un autre côté, les visiteurs sont aussi des partenaires pour la plateforme, car leur présence sert à attirer de nouveaux loueurs. Mais ils évaluent également les loueurs, donc ils aident la plateforme à améliorer son service. Et la plateforme prend aussi sa commission sur les loueurs, qui sont donc aussi ses clients. Ces dualités de rôle sont très spécifiques à la consommation collaborative. Notons également que les photographes freelance qui prennent des clichés des appartements font aussi partie des partenaires clés de la plateforme, de son écosystème. Pour la consommation collaborative comme dans tout le numérique, la levée de fonds constitue un des éléments clés de la réussite. La première levée de fonds se fait en général auprès de la famille et des amis. C'est ce qu'on appelle de façon imagée la love money, qui ne va jamais au-delà de quelques dizaines de milliers d'euros.
Les gens vous font confiance parce qu'ils vous aiment, en tout cas parce qu'ils sont proches de vous. Cette première levée peut juste aider le porteur à présenter un prototype de son site et à obtenir ses premiers inscrits. Elle peut être avantageusement complétée aujourd'hui par le recours à du crowdfunding, le financement participatif, qui est une forme de financement par un réseau d'amis plus étendu. Cela permet de drainer potentiellement plus de fonds. C'est sans doute à la seconde ou à la troisième levée de fonds, celle qui implique un fonds d'amorçage, que les choses sérieuses commencent. Car ce fonds va exercer un rôle de coach pour l'entreprise. À ce moment peut intervenir une inflexion majeure dans la stratégie de la start-up. Car les personnes du fonds ne se contentent pas de surveiller la façon dont l'argent donné est investi. Ils prodiguent aussi beaucoup de conseils, dont certains peuvent s'avérer décisifs. Ce rôle de coach permet aux financeurs de mieux connaître la personnalité de l'équipe de direction, de mieux apprécier les potentialités du produit. Lorsque le financement atteint plusieurs dizaines de millions d'euros, on retombe sur des stratégies plus classiques d'expansion à l'international, d'adaptation de sa formule de service à des contextes particuliers.